Ok, bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Vous pouvez répondre dans le chat pour voir si tout fonctionne. Est-ce que vous voyez bien aussi le slide avec la présentation de la session? Donc, comme Samy l'a dit, moi je suis professeure de maths sur SES Maths. Ça fait plusieurs fois que j'encadre des élèves, notamment à travers des cours particuliers, mais ici on va essayer de faire plutôt des séances en groupe. On essaye que ces séances soient le plus interactives possible, donc je vous invite à répondre, à poser des questions, à lever la main. Surtout, ne pas me laisser continuer si vous avez une question sur ce que je viens de dire. Vraiment, n'hésitez pas à les poser sur le moment même. Comme ça, je prendrai le temps d'y répondre et vous n'aurez pas de lacunes pour la suite. Alors, aujourd'hui, on va voir donc des prérequis nécessaires pour entrer en 5e secondaire. Donc, qui dit prérequis dit des notions de base très très importantes qu'il faudra maîtriser afin de pouvoir suivre correctement le programme de 5e. Alors, normalement, ce sont des matières que vous avez déjà vues en 4e secondaire. Donc, si pour vous, c'est OK, c'est normal en fait, parce que c'est de la matière qui a déjà été vue. Mais voilà, avec tout ce qui a été Covid et tout ça, on sait que vous n'avez pas tous vu la même chose. Donc, vous avez sans doute des lacunes ou alors des parties de matière qui n'ont pas été vues du tout. Donc, le but de la session ici, on va essayer de voir certaines matières. Bon, je ne peux pas tout couvrir non plus, donc on fera d'autres séances en fonction de ce que vous voulez revoir. Mais ici, ce que je propose, c'est que dans une première partie, on voit les fonctions. Donc, voilà, je vais faire un rappel sur le domaine de définition, l'ensemble d'images, sur la parité, sur tout ce qui est zéro et racine, c'est super important aussi. Et la deuxième partie, c'est les statistiques à une variable. Ça, je sais que parfois, les profs n'insistent pas beaucoup dessus. Pourtant, c'est quand même nécessaire parce qu'après, vous irez plus loin dans les statistiques. Alors, à la fin, on aura une séance de questions-réponses. Donc, vous pourrez y poser toutes vos questions et réponses, soit par rapport à ce que j'ai dit, soit par rapport à des questions que vous avez. J'ai vu par exemple quelqu'un qui disait qu'il y avait des soucis avec les valeurs absolues. N'hésitez pas à me poser des questions à ce moment-là, parce que je n'en aurais pas parlé avant. Mais je suis là pour répondre à tout ça. Et si vous n'avez pas trop de questions, on fera l'un ou l'autre exercice ensemble. Tout au long de la session, je vais faire des petits quiz, des QCM, et j'aimerais que ce soit vraiment super interactif. C'est le meilleur moyen pour apprendre. Comme ça, on voit si on avance dans le bon sens, et si l'un d'entre vous n'a par exemple pas bien répondu à la question, je peux prendre 2-3 minutes pour réexpliquer pourquoi c'est cette réponse-là et pas une autre. Donc voilà, je vous invite à répondre via le chat, et s'il y a vraiment un gros souci, n'hésitez pas à me le faire savoir. Vous pouvez également activer votre micro et interagir avec vous. Donc, je commence par les fonctions. Alors, la première partie, on va d'abord définir ce que c'est un domaine de définition. Donc, le domaine de définition, c'est l'ensemble des valeurs x pour laquelle la fonction f de x est définie. Donc, on a une fonction f et cette fonction, on va avoir certaines valeurs en entrée de la fonction. Et nous, on veut savoir pour quelle valeur la fonction est définie. Si je fais un petit schéma ici, j'arrive ici. Si je fais un petit schéma en bas, voilà, ici je trace un repère. Et si je trace par exemple ceci, et puis ceci, c'est une fonction quelconque, eh bien on voit que ma fonction elle n'est définie que pour les réels allant de ici à ici. Ensuite, on a une discontinuité, et là, on a encore la fonction qui est définie pour ces réels. Donc, le domaine de définition, c'est l'ensemble des x pour lesquels, ici, la fonction prendra une valeur. Alors, ici, je vous ai noté le domaine de définition pour certaines fonctions assez basiques. Donc, la première fonction ici, f de x qui est égal à x plus 2, c'est l'équation d'une barre. Si je trace à nouveau dans mon repère, ici, on a le point 0,2. On voit que la droite passe par là.
on voit que c'est une fonction qui est définie pour tous les réels, c'est-à-dire qu'elle commence de moins l'infini et qu'elle va jusque plus l'infini. Donc, elle est définie dans tous les réels. Ici, ça concerne donc de moins l'infini à plus l'infini. On voit qu'il n'y a pas de discontinuité ni de trou, donc le domaine de définition, ce sera tous les réels. Dans le deuxième cas, c'est l'équation d'une parabole. Je ne sais pas si vous le reconnaissez facilement. En fait, ici, on sait que c'est une droite pour la première parce x qui n'est pas élevé au carré, donc en x plus 2. Ça peut être plus ce qu'on veut, moins n'importe quoi, mais quand on a le terme en x. Et ici, on a un terme en x au carré. Et donc là, de même, on va avoir une parabole comme ceci, qui vient de moins l'infini et qui va jusqu'à plus l'infini. Donc, elle est définie pour tous les réels, c'est-à-dire qu'on peut mettre n'importe quelle valeur en entrée de la fonction. Et de même, ici, encore une fonction qui est définie pour tous les réels. Donc, pour ces fonctions-là, c'est vraiment très simple. Il n'y a pas, en fait, de condition d'existence. La fonction existe dans tous les réels. On va maintenant voir dans quel cas est-ce que le domaine de définition est restreint. C'est-à-dire dans quel cas est-ce qu'on va avoir des conditions qui vont faire qu'on ne pourra pas définir la fonction sur tous les réels. Et en fait, il y a trois cas qui s'imposent. Il y a le cas d'une fraction, le cas d'une racine carrée et le cas d'un logarithme. Alors ne vous inquiétez pas trop si vous n'avez pas encore vu les fonctions logarithmiques, c'est normal, mais c'est juste pour que vous soyez au courant que quand vous en rencontrez, il faut faire attention au domaine de définition qui n'évoque plus tous les réels. Donc dans le cas d'une fraction, d'une racine carrée et d'un logarithme, on doit faire attention au domaine de définition qui est restreint. Il va y avoir en fait des conditions d'existence pour que la fonction existe. Et on va se rendre compte qu'il y aura des valeurs qu'on devra interdire, des valeurs qu'on ne pourra pas autoriser et qu'on devra sortir de notre domaine de définition. Donc, on n'aura plus l'ensemble des réels, mais on aura certaines valeurs pour lesquelles la fonction n'est pas définie. Donc, je vais commencer par parler des fractions. Donc, quand on a une fraction, on se rappelle qu'on ne peut absolument pas avoir 0 au dénominateur si la fonction n'existe pas. Donc, on ne peut pas avoir, par exemple, x moins 5 au-dessus sur 0. Ça, c'est interdit, on ne peut pas écrire ça. Donc, on va devoir faire en sorte de ne jamais avoir 0 ici au dénominateur. Donc, le dénominateur ne peut jamais avoir 0. Donc, l'idée, ça va être d'exclure tous les x de notre fonction. Donc, on a une fonction f qui dépend de x. Et en fait, on va devoir trouver les valeurs pour lesquelles le dénominateur s'annule. Et ces valeurs-là, on va les exclure de notre domaine de définition. Donc, si par exemple, ici, je prends x moins 5 sur x plus 6, on ne se tracasse pas de ce qu'il y a au niveau du numérateur parce que ça, ce sera défini dans tous les réels. Ce qui nous inquiète, c'est ce qu'il y a au dénominateur qui ne peut en aucun cas s'annuler. Et on va se demander quand est-ce que ceci s'annule. Donc, quand est-ce que x plus 6 s'annule, mais quand x sera égal à moins 6. Donc, x égale moins 6 est une valeur à rejeter de notre domaine de définition. Donc, le domaine de définition, on met dom f, sera défini pour tous les réels, sauf pour la valeur 6. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette notation-ci. Donc, le R, ça signifie tous les réels. Et la barre oblique comme ça signifie à l'exception de, et on indique la valeur que l'on veut rejeter du domaine entre des accolades. Alors, ici, la condition x qui ne peut pas valoir 6, en fait, c'est ce qu'on appelle une condition d'existence. Donc, x différent de 6 est une condition d'existence pour, ici, notre fraction. Alors, je fais une petite parenthèse sur le fait que je vous ai parlé des fractions, mais par exemple, si on a une fraction avec une constante en dessous, donc si j'ai x sur 5, cette fraction, elle sera définie pour tous les réels parce qu'en fait, la valeur en dessous, ici, 5, est une constante, donc elle ne variera pas. Ce qui nous inquiète plus, c'est lorsqu'on va avoir du x au dénominateur, parce que dans ce cas-là, il y aura des valeurs pour lesquelles le dénominateur s'annule et donc
des conditions d'existence à imposer. Ici, je vous ai mis deux petits exemples. N'hésitez pas à m'interrompre si vous ne comprenez pas. Le premier exemple, on a x sur x moins 6. Donc ici, on doit faire attention. On a une fraction, on a un dénominateur qui va potentiellement s'annuler. Ici, il va s'annuler lorsque x sera égal à 6. Donc notre condition d'existence, ça va être d'avoir x différent de 6. X ne peut pas valoir 6. Donc, on va écrire que le domaine de définition, ce sera tous les réels, à l'exception de 6. De même, pour la fraction d'en bas, ici, on a un polynôme du second degré. Je vais en toucher un mot tout à l'heure si vous n'avez pas très bien compris comment on les calcule. Mais donc, pour le polynôme en dessous, il ne peut pas valoir 0. Donc, on écrit que 2x carré moins 3x plus 1 doit être différent de 0. Ça, on peut le calculer. Donc, on réalise le discriminant qui sera égal à b carré moins 4ac. Donc, ici, 9 moins 4ac, b carré, ici, moins 4ac, ça fait moins 8. Et puis après, on va réaliser plus ou moins le discriminant ici, qui vaut la racine carrée de 1, avec moins b devant 3, et le tout sur 2a, donc 2 fois a, 4. Donc les deux valeurs ici que l'on va trouver, ce sera x qui est égal à 2 sur 4, soit moins 2 sur 4, pardon. 3 plus 1, 4 sur 4, soit ça vaut 1. Soit x moins, il y aura un moins ici, soit ça vaudra moins 1 demi. Donc ici, on a nos deux racines du polynôme, qui sont en fait les valeurs pour lesquelles le polynôme en dessous va valoir 0. Donc ces deux valeurs sont à exclure du domaine de définition. On ne peut pas avoir x qui vaut moins 1 demi ou x qui vaut 1, parce que dans ce cas-là, le terme ici va s'annuler. Ça va pour ces exemples-là? Alors, je vous ai parlé du deuxième cas où on devait se méfier quand on établit le domaine de définition. C'est le cas des fonctions irrationnelles, c'est-à-dire quand on a une racine carrée dans la fonction. Donc, en fait, quand on a une racine carrée, ce qui se trouve en dessous de la racine carrée ne peut en aucun cas être nul. Donc, notre racine carrée ici, on va avoir racine carrée de quelque chose, et ceci doit être obligatoirement positif. Positif ou nul, mais dans le cas de racine carrée de 0, on a 0. Je vous ai montré ici le schéma, en fait, le graphique de la racine carrée. Et en fait, on voit qu'elle est définie uniquement à partir de 0. Donc, tout ce qui se situe pour les x ici, ce n'est pas défini. Il n'y aura pas d'image parce que ça n'existe pas. Il n'y a pas de réponse. On ne peut pas calculer la racine carrée d'une valeur négative. Et donc, on commence uniquement à partir de 0 jusque des x prenant de plus grande valeur. Donc, par exemple, le domaine de définition de la valeur de la fonction f de x qui est égale à la racine carrée de x, eh bien, son domaine de définition, ce sera pour x allant de 0 jusque plus l'infini, 0 inclus. Jusque l'infini, ça peut être n'importe quelle valeur, pour autant qu'elle soit positive. Les négatifs, c'est pas possible. Et voilà, je vous avais parlé des logarithmes, je ne vais pas trop insister dessus, mais ici aussi, vous voyez que au niveau de la fonction logarithmique, on a une asymptote ici. Donc, on va se rapprocher très fort de 0, mais sans pour autant l'atteindre. Et tout ce qui est avant 0, ici, n'existe pas. On n'aura rien concernant les valeurs négatives. Ce n'est pas possible d'avoir un logarithme avec, par exemple, le logarithme de moins 6. Ben ça, ce n'est pas possible de le calculer. Donc, il faut obligatoirement avoir, par exemple, le logarithme de 6, une valeur positive à l'intérieur. Alors, voilà, comme je vous l'avais dit, on va faire des petits quiz tout au long de la séance. Donc, ici, j'aimerais un peu voir où vous en êtes avec ce dont je viens de parler. Donc, je vais mettre d'autres réponses ici. Je vous demande de calculer
de me donner le domaine de définition de la fonction f de x qui est égale à racine carrée de 8x. Vous avez une multitude de réponses ici et je vous demande de répondre A, B, C, D ou E. Je ne sais pas si certains ont besoin d'un petit rappel sur ceci, sur les symboles. Donc R-, pour rappel, c'est l'ensemble des réels négatifs. Donc ça va de moins l'infini à 0, hein, 0. Et R+, c'est l'ensemble des réels positifs. Donc, on démarre de 0 et on va vers plus l'infini. Si on ne désire pas prendre le 0 dans l'intervalle, vous pouvez noter ceci comme ça avec un 0 et un plus. Et là, le 0 est exclu de l'intervalle. Ça, c'est juste un petit rappel sur les notations. Donc, est-ce que vous avez déjà trouvé l'ensemble des définitions? J'attends vos réponses dans le chat. Donc, n'hésitez pas, hein, c'est pas grave si vous vous trompez. J'expliquerai à la fin pourquoi c'est cette réponse-là. Je vous laisse un peu de temps pour y réfléchir. Est-ce que certains ont déjà trouvé la réponse? N'hésitez pas à envoyer donc, la lettre que vous avez obtenue en ce qui concerne cet exercice-là. Alors, je vois que Serena me dit B. D'autres réponses? La réponse B. Voilà, vous voyez, déjà là, il y a des avis mitigés, donc ça vaut la peine de faire des petits exercices comme ça pour voir si on est dans le bon ou s'il y a des petites choses à corriger. L'important, c'est de vous évaluer, déjà de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, sur quoi est-ce que vous aurez besoin d'aide, et ne pas hésiter à poser des questions. Donc voilà, je vois une réponse B et deux réponses B. Alors, la bonne réponse, c'est, comme deux d'entre vous l'ont trouvé, la réponse B. Serena, je vais donner une petite explication pour que tu comprennes pourquoi ce n'est pas ça. Donc, notre fonction, c'est la fonction 8x, racine de 8x. Alors là, si on se souvient bien, je peux revenir 2-3 slides en avant. Qu'est-ce qui se passe? Ici, on est dans le cas d'une fonction irrationnelle, c'est-à-dire d'une racine carrée. Et là, le critère, c'est que ce qui se trouve en dessous de la racine, donc ici notre 8x, doit être positif. Donc la condition ici, c'est d'avoir 8x positif. Alors, quand est-ce que 8x est positif? Eh bien, en fait, quand x est positif, ici le 8, on peut l'enlever, et donc on se retrouve avec comme condition x plus grand que 0. Et ça correspond à, si je peux mettre plus grand ou égal, ça correspond au cas D des réels positifs. Donc ce n'était pas celui-là parce que tous les réels compris entre 0 et 8, en fait, sont également compris. Pour le comprendre, tu peux tout simplement remplacer, par exemple, le x par 2. Donc voilà, tu vois qu'en remplaçant x par 2, tu obtiens racine de 16 et donc tu obtiens bien la racine d'un nombre positif. Donc ici, c'est OK. Par contre, là où on peut voir qu'on veut uniquement des réels positifs, imaginons si on prend moins 1, en x est égal à moins 1, donc en x est égal à moins 1, on va avoir racine de moins 8, et ça n'existe pas, on ne peut pas écrire ça. Donc c'est bien la preuve que tous les nombres compris entre 0 et plus l'infini font partie du domaine de définition et que les nombres négatifs n'en font pas partie. J'espère que vous avez bien compris cet exemple-là. Il en reste deux, donc c'est le même type de question. Ici, on a une fonction, on a une fraction. Tant que Serena fait les explications, n'hésite pas si tu as des questions. Donc ici, on a une fraction. Donc là, rappelez-vous du critère, c'est dans quel cas est-ce que la fraction n'existe pas.
Donc, vous calculez quand est-ce qu'elle n'existe pas, et puis vous trouverez l'ensemble des réels faisant partie du domaine de définition. Je vous laisse le temps de répondre à cette question. J'ai que des réponses A, ça me fait plaisir de voir ça. Eh bien, vous avez tous juste, donc je donne quand même une petite explication si jamais quelqu'un n'a pas compris. Mais donc ici, on a une fraction x-3 sur x plus 2. La condition d'existence de cette fraction, c'est que x plus 2 doit être différent de 0. Je vais écrire ici. Ce qui serait écrit en x différent de 2. De moins 2, pardon, c'est moins ici quand on fait passer de l'autre côté. Donc, x différent de moins 2, c'est notre condition d'existence. Et la réponse, ce sera l'ensemble des réels, sauf x est égal à moins 2. Parfait, je vois que vous avez tous trouvé la bonne réponse. Et encore un dernier petit exemple ici. On combine donc deux cas particuliers, à savoir celui où il y a une racine et celui où il y a une fraction. Donc, il faut tenir compte de ces deux particularités-là. Il y a deux choses dont on devra tenir compte. La première, c'est que la racine de 2x, eh bien, ce qui se trouve à l'intérieur doit être positif. Et la deuxième chose, c'est que x moins 5 doit être différent de 0. Donc, sur base de ces deux choses-là, quel est le domaine de définition? Alors, je vois qu'on me donne la réponse C. Oui, pardon, petite modification. 2 fois la réponse E. Voilà, tout le monde répond la réponse E, mais effectivement E. Donc la première condition, elle nous dit que 2x doit être plus grand ou égal à 0, ce qui serait écrit en x plus grand ou égal à 0. Donc ça nous dit qu'on doit prendre tous les réels positifs. Et la deuxième condition nous dit qu'on doit prendre x différent de 5. Donc, la première nous dit prenez tous les réels positifs, mais la deuxième nous fait remarquer que cette fonction n'est quand même pas définie pour x qui est égal à 5. Donc, on prend tous les réels positifs et on exclut 5, qui ne peut pas exclure parce que sinon, la fonction, elle va avoir un dénominateur nul, qui n'est pas permis. Là, je vois que vous avez bien répondu aux questions, donc ça a l'air d'être maîtrisé pour la plupart d'entre vous. Alors, on va passer à donc, l'image d'une fonction. Donc, les images, c'est en fait les valeurs qui vont être prises par la fonction. Donc, ici, on a en abscisse, on va avoir toutes les valeurs prises par la fonction. Et la correspondance sera en fait l'image. Donc, on parle, on dit que x est associé à une image f de x. Et notre image se lit sur les ordonnées ici. Ici, si on veut par exemple trouver l'image du point 4, donc on se place sur l'axe des abscisses, on regarde le point 4, on le projette verticalement sur notre courbe. Une fois qu'on intercepte la courbe, on trace un petit point et là, on projette sur l'axe des ordonnées et on obtient la valeur 2. Ce qu'on écrit f de 4, donc la fonction à la valeur 4 sera égale à 2.
Ici, j'ai encore d'autres petits exemples. Mais donc ici, précédemment, on avait vu comment le trouver graphiquement, ce qui n'est pas encore trop dur. Mais si jamais on ne nous donne pas le graphique et qu'on nous donne la fonction et la valeur à laquelle on souhaite calculer l'image, on peut aussi le déduire. En fait, on a f de x et on nous donne également x. Donc, il nous reste à remplacer la valeur de x dans la fonction f de x. Ce sera plus facile de comprendre à travers un exemple. Ici, on veut calculer l'image de moins 2 et on nous donne la fonction g de x qui est égale à 5x plus 3. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On remplace dans l'équation g de x la valeur de x par moins 2, qui nous donne g de moins 2. Vu qu'on a remplacé x, on remplace en fait tous les x. Le x qui est ici, le x qui est là, si on avait eu d'autres, on les remplace tous par la valeur moins 2 et on regarde le résultat obtenu. Donc, l'image ici de moins 2, ça nous donnera g qui est égal à moins 7. Ce qu'on met g de 2 qui est égal à moins 7. Donc ça, c'est pour l'image d'une fonction. Je vais ensuite vous parler de la parité d'une fonction. Quand est-ce qu'une fonction est paire, quand est-ce qu'elle est impaire, et on a également des fonctions qui sont ni paires ni impaires, donc non symétriques. Donc ici, on a le cas d'une fonction paire. La fonction paire, on la retrouve graphiquement parce qu'en fait, on a comme un effet miroir de part et d'autre de l'axe X. Donc, ce qui se trouve de ce côté-là, il va être répliqué comme ça de l'autre côté de l'axe Y. Donc, on a une symétrie d'axe OY et on aura un effet miroir. En ce qui concerne la représentation d'une fonction impaire, on aura une symétrie centrale de centre O. Donc, un point ici, on aura son symétrique ici. De même, ce point-ci, toujours en passant par 0. Donc, par une symétrie centrale. Donc, une fonction peut être, comme je l'ai dit précédemment, paire, impaire ou non symétrique. Quand on va rechercher la parité d'une fonction, la première chose à faire avant toute chose, c'est de regarder le domaine de définition. En effet, pour qu'une fonction soit paire ou impaire, il faut que son domaine de définition, donc ce qu'on a vu juste avant, soit symétrique. Donc, je vais vous donner des exemples de domaines de définition symétriques pour que vous compreniez ce que j'entends par là. Par exemple, moins l'infini plus l'infini est symétrique. Ou alors, moins 6 plus 6. Là, on a des domaines symétriques par rapport à 0. Pourquoi est-ce que le domaine doit être symétrique? Je vous montre un exemple. Imaginons une fonction qui est définie sur moins 3 jusqu'à plus 100. Donc, j'ai dit que le moins 3, je ne le prenais pas. Voilà, en moins 3. Et là, on va situer en plus 5. Je vais vous mettre 5 ici. Donc, imaginons la fonction, elle fait ceci. Donc, elle a une allure en fait de fonction paire. On voit une sorte de symétrie ici. Mais vu que la fonction ici, elle continue et ici, elle n'est pas définie, mais ça ne peut pas être une fonction paire. Parce que pour qu'une fonction soit symétrique, qu'une fonction soit paire ou impaire, il faut absolument que son domaine soit symétrique par rapport à 0, c'est-à-dire qu'on ait autant de valeurs ici que de valeurs ici, parce que sinon l'effet miroir n'est pas conservé. Donc, je vais vous donner la définition plus formelle d'une fonction paire. Donc, on voit qu'une fonction paire, elle sera symétrique par rapport à 0 si et seulement si pour tout x, donc il faut que ça fonctionne pour tous les x, ça ne va pas que ça fonctionne que pour certaines parties du domaine, vraiment pour tout x du domaine, on a f de moins x qui est égal à f de x. Donc, ici, on a, par exemple, le point ici, il doit se retrouver ici. Donc, tout ce qui se trouve dans les x négatifs, dans les moins x ici, doit se retrouver, doit avoir la même valeur dans les x ici. Et donc, la propriété, on en a déjà parlé, c'est qu'il y a une symétrie par rapport à au y.
Voici quelques exemples de fonctions paires. Et ici, je vous montre comment est-ce que analytiquement on fonctionne avec les fonctions paires. Donc, quand on veut voir si une fonction est paire ou impaire ou quoi que ce soit, la méthode, c'est de calculer. Voilà, j'ai un petit bug, c'est pas grave. C'est de calculer f de moins x. Donc, on remplace dans notre fonction ici, on a une fonction f, et on va remplacer tous les x, donc celui-là, celui-là et celui-là, par moins x. C'est ce qu'on fait ici. Donc, on remplace f par moins x et on voit ce que ça donne. Ici, dans notre cas, on voit que moins x au carré, c'est égal à x au carré. Hein. Quand on élève un nombre négatif au carré, eh bien, les signes se perdent. Et donc, on se rend compte que f de moins x, ça nous donne ceci. Et là, on regarde en comparant cette fonction-ci et celle-là, qu'en fait, f de x est égal à f de moins x. Et ça, c'est simplement la définition d'une fonction paire. Donc, on est dans le cas ici d'une fonction paire. Je vais passer maintenant aux fonctions impaires. Ici, ce n'est non plus f de moins x qui est égal à f de x, mais f de moins x qui est égal à moins f de x. Donc, c'est ce qu'on devra retrouver lorsque l'on remplacera dans la fonction initiale x par moins x. Et la propriété qu'on retrouve graphiquement, mais c'est la symétrie par rapport à l'origine. La symétrie centrale, dont je vous ai déjà parlé. Donc ici, voici quelques exemples de fonctions impaires. Vous voyez la symétrie centrale ici. Et de même, ici, je ne vais pas faire tout le raisonnement, mais vous voyez qu'on remplace x par moins x et qu'en fait, la fonction qu'on obtient ici, c'est égal à moins f de x. Et donc, on en déduit que la fonction est impaire. Donc, on a vu qu'une fonction pouvait être paire ou une fonction pouvait être impaire, mais une fonction peut également être aucun de ces deux types de fonctions. On peut très bien avoir une fonction, je sais pas, comme ceci, voilà, ça c'est une fonction qui n'est pas paire ni impaire, ou alors une droite qui commence ici, mais qui se termine, donc le domaine de définition ici n'est pas symétrique. Donc, on voit que lorsque f de a, donc c'est un peu ce que pour x, est différent de f de moins a est différent de f de a, et quand f de moins a est différent de moins f de a, ben on est dans le cas ni d'une fonction paire ni d'une fonction impaire. Donc aucune de ces deux propriétés n'est vérifiée. Et là, de même, en fait, vous allez voir que lorsqu'on remplace par moins x, on n'obtiendra aucun des deux cas précédents. Alors, je vais parler maintenant de la racine d'une fonction. Donc, les racines d'une fonction, ou les racines d'un polynôme, lorsqu'on utilise des polynômes en particulier, c'est les valeurs de x pour lesquelles on va obtenir f de x qui est égal à 0. Les valeurs pour lesquelles on annule la fonction f. Ici, par exemple, dans le cas de la fonction f de x qui est égal à x moins 3 fois x plus 2, cette fonction, elle va s'annuler soit quand le premier terme vaudra 0, soit quand le deuxième terme vaudra 0, soit quand les deux vont valoir 0. Donc, c'est-à-dire en x qui est égal à 3 et en x qui est égal à moins 2. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les racines du polynôme. Alors, graphiquement, on les repère parce qu'en fait, c'est les valeurs pour lesquelles on va se retrouver sur l'axe des x, donc ici et ici. Il y a une petite distinction à faire entre ce qu'on appelle une racine simple et une racine double. Donc, dans l'exemple ici, vous voyez que cette valeur-là apparaît une fois et que cette valeur-ci est en fait ce qu'on appelle une racine double. Il y a un carré là, donc quand on fera la liste des racines, on va obtenir en fait 1, 4 et 4. Cette valeur 4 va apparaître deux fois. Et la petite distinction, en fait, c'est que graphiquement, on voit quand c'est une racine simple qu'elle coupe complètement l'axe des x, alors que quand c'est une racine double, on a ce qu'on appelle ici un point qui va avec un changement de signe ici
pour la droite. Et donc, on va avoir oui, un point d'inflexion, on va être tangent à la courbe, on ne va pas la traverser. C'est la distinction entre les racines simples et les racines vives. J'ai parlé des polynômes du second degré, je vais toucher un petit mot là-dessus parce que c'est quand même très important pour la suite. On peut toujours écrire un polynôme sous la forme ax carré plus bx plus c, donc dans le cas d'un polynôme du second degré. Et en fait, le coefficient ici a va nous apprendre le sens de la parabole. Donc, on peut avoir des paraboles comme ceci ou des paraboles comme cela. Et la distinction, elle se fait au niveau du coefficient a. Donc, il y a un petit moyen que j'ai, moi, c'est quand le a est positif, eh bien, on est content, c'est positif, on a un sourire, voilà. Et quand le a est négatif, quand c'est négatif, c'est un sourire triste. C'est tout bête, mais ça nous aide à retenir le sens de la parabole. Et donc voilà, et bien faire attention aussi parfois à la manière dont est écrit votre polynôme. Par exemple, si vous avez un polynôme 5x plus 3x carré plus 2, c'est bien le signe de A qui compte. Donc, le signe de 3, parce que ce n'est pas le signe de 5. Donc, si j'avais mis un moins ici, ben, on voit que ce n'est pas le même, et ce qui nous importe, c'est le signe de A. Donc, bien, un petit conseil, c'est de bien réécrire le polynôme sur la forme ax carré, donc les x carré au début, suivi du terme en x, suivi du terme indépendant, pour lequel il n'y a pas de x. Donc ici, je vous ai montré les deux types de paraboles. Et on remarque qu'un polynôme aura au plus deux racines. Ce qui veut dire qu'on peut avoir ici deux intersections avec l'axe des abscisses. Il peut cependant n'avoir qu'une racine ou ne pas en avoir du tout. Donc la méthode pour le polynôme ici, eh bien, je pense que vous l'avez déjà vu, donc je vous invite à la relire. Mais donc, c'est de calculer ax carré plus bx plus c, c'est un petit calcul que j'ai fait tantôt. Puis après, on identifie bien les coefficients. Ensuite, on calcule le discriminant, donc le delta ou rho, ça dépend comment vous l'appelez, qui vaut b carré moins 4ac. Et en fonction du signe de rho, on va avoir plusieurs cas de figure. Donc, soit il est positif et il y a deux solutions que l'on calcule comme ceci, soit il vaut 0, et en fait, dans le cas où il vaut 0, c'est le cas où la parabole est vraiment comme ceci et qu'il n'y a qu'une solution, qu'une intersection. Alors que ici, on va avoir une parabole, pardon, ça c'est le cas. Je vais donner ça. Ça c'est le cas, le troisième cas. Donc, ici, on a une parabole qui traverse, ici une parabole qui est vraiment tangente, c'est un point d'intersection. Et dans le dernier cas, dans le cas ici, on va avoir une parabole qui n'intersecte absolument pas l'axe, donc il n'y aura pas de racine. Je vais un peu vite là-dessus parce que normalement vous l'avez déjà vu l'année passée, mais c'est important de toucher un mot. Donc ici, voilà, on a les 6 cas de figure en fonction du signe du déterminant et du signe du coefficient A, donc selon que la parabole est, enfin, que le sourire est comme cela ou comme cela. Voilà. Oui, donc la concavité, soit concave, soit convexe. Dans les premiers cas, c'est concave et le deuxième cas, c'est convexe. Alors ici, il y a un petit tableau de signes pour vous aider à comprendre comment ça fonctionne. Donc dans le cas où x moins x1 ici est négatif, donc on a les deux racines en fait. C'est un cas plus général pour comprendre que entre les deux zéros, on aura moins le signe de A et à l'extérieur, on aura le signe de A. Donc ça, c'est des petits slides à revoir si vous avez des difficultés là-dessus. Ici, je vous proposais un petit exercice détaillé sur le calcul d'un polynôme ici, du second degré, des racines du polynôme. Donc, on voit en fait que, que A est égal à 2 dans ce cas-ci, B est égal à moins 9 et C est égal à moins 5. Donc, la première chose à faire, c'est de calculer le discriminant. Donc, b carré moins 9 au carré moins 4
AC, donc 4 fois 2 fois moins 5. Alors, ça nous donne 80 moins 4 fois 2, 8 fois 5, 40. Et les deux signes moins s'annulent. Donc, 80 plus 40, qui nous donne 121. Alors ici, on va calculer les x1, x2. On va avoir donc moins b, 9, plus ou moins la racine de 121 sur moins b sur 2a. Donc sur 4. Et les deux réponses qu'on va avoir au final, c'est moins 1 demi, la racine de 11, et 5. Donc voilà un peu pour la résolution, quand on vous demande la racine dans les racines dans ce cas-ci, vu qu'il y en a deux dans polynôme. Alors ici, je vais passer ce questionnaire-là afin de passer plus de temps sur les autres questionnaires. Mais c'était pour trouver le signe du discriminant. Donc ici, on voit que la qualité est tournée vers le haut. Donc on a un A qui est positif et le nombre de racines, on voit qu'il y en a deux. Ici, on a un A positif et pas de racine, vu qu'il n'y a pas d'intersection entre la courbe et l'axe des x. Donc voilà pour la première partie. Si vous avez des questions, je peux répondre maintenant. Sinon, je vais passer à la deuxième partie du cours qui compte en fait les statistiques à une variable. C'est souvent des petits énoncés assez sympathiques. Voilà, je regarde vite s'il n'y a pas de questions jusqu'ici. Jusque-là, je vois que ça va. Bon, en ce qui concerne les statistiques, on va étudier ce qu'on appelle une population. Donc la population, elle est représentée ici par le cercle. La population, elle est composée d'individus, donc de plein de petites boules ici qu'on voit. Ça, c'est les individus. L'ensemble des individus, c'est la population. Et cette population, on va la caractériser suivant certains critères comme la couleur, la taille, la forme, la position. Et en fait, on va pouvoir les classer suivant tous ces caractères. Donc, la population, c'est l'ensemble étudié. Un individu ici, ce sera donc, un individu de la population. Donc, un exemple concret, la population, ça peut être nous tous. L'individu, c'est chacun d'entre nous. Et le caractère qu'on pourrait étudier, c'est par exemple combien d'entre nous ont des yeux bleus, combien d'entre nous ont des lunettes. Donc ça, c'est une propriété qu'on pourrait étudier. Et l'effectif total, c'est le nombre d'individus. Donc ici, je ne sais pas combien on est, 10 par exemple. Voilà, ça c'est l'effectif total, c'est le nombre d'individus. Alors, si on divise notre population, donc notre gros groupe, en plusieurs petites classes. Donc, par exemple, les classes, c'est voilà, la couleur des yeux, donc on divise en plusieurs classes. L'effectif d'une classe, ce sera le nombre d'individus repris dans cette classe, donc le nombre d'individus qui ont les yeux bleus, le nombre d'individus qui ont les yeux verts. L'effectif total, ce sera le nombre total, c'est le nombre d'effectifs dans, c'est le nombre total d'individus étudiés, donc c'est nous tous, donc ici ce sera 10, et la fréquence, ce sera l'effectif d'une certaine classe sur le nombre total. Donc par exemple, la fréquence de personnes qui auront les yeux bleus, imaginons qu'on est deux ici à avoir les yeux bleus, ce sera 2 divisé par 10, le nombre total de personnes de la population. Donc on va voir ça à travers des exemples parce que ce sera plus parlant. Donc ici, on voit les différents résultats obtenus lors d'un devoir de maths. On voit qu'on a des valeurs allant de 7 jusqu'à 11, comme je vois. Donc, le plus facile quand on a un exercice comme ça, c'est d'abord de trier les valeurs par ordre croissant. Donc, par exemple, ici, je vais commencer, on a une valeur à 7, puis après les 8, on en a un ici, on en a un là, et on en a un là. Donc, on écrit 8, 8, 8, et ainsi de suite, on continue pour les 9. Et on réécrit tout dans l'ordre croissant, souvent ça nous aide à mieux résoudre l'exercice. Et puis ensuite, on va noter ça sous forme de tableau. Donc, comment est-ce qu'on fait? On note ici la valeur du caractère. Donc,
tantôt c'était la couleur des yeux, et bien ici c'est les notes obtenues. Donc ici on écrit 7, 8, 9. Donc ça c'est toutes les notes obtenues. Si un étudiant avait eu 14, bien ici il aurait eu 4, 14. Mais dans notre cas, aucun étudiant n'a eu 14. Donc c'est comme si on écrivait un 0 ici, car aucun étudiant n'a obtenu cette note. Et sinon on reprend toutes les notes obtenues et à chaque fois le nombre d'étudiants ici qui ont obtenu cette note-là. Autrement dit, les effectifs, si on veut parler avec le bon vocabulaire. Donc ici, on voit qu'un étudiant a obtenu la note de 7, 3 étudiants ont obtenu la note de 8, 4 étudiants ont obtenu 9, et ainsi de suite. Donc on fait le tableau avec au-dessus le caractère et en dessous les effectifs. Ce tableau, il va nous aider tout au long de l'étude statistique, donc c'est bien important de, dès le début, l'établir correctement. Donc, une fois qu'on a notre tableau ici, on peut calculer notamment la fréquence, donc la fréquence de chaque note. À quelle proportion cette note-là, les élèves ont obtenu cette note-là. Donc, par exemple, ici, il y a eu un étudiant qui a obtenu cette note-là, et en tout dans la classe, l'effectif total. Donc, l'effectif total ici, c'est en fait le nombre total d'étudiants, ou le nombre de notes en tout. Pareil, vu que chaque étudiant a une note, bien ici, il y avait 20 notes en tout. Donc, quand on va calculer notre fréquence, on va prendre la valeur ici, donc l'effectif, divisé par l'effectif total, à savoir 20. Donc, 1 divisé par 20, ça nous donne 0,05, soit 5%. Donc, 5% des élèves ont obtenu la note de 7. On fait de même pour toutes les notes ici. On divise le 3 par 20, à chaque fois par 20, donc par l'effectif total, et on obtient la fréquence de chaque note. Donc, pour la note 8, la fréquence sera de 15%, et ainsi de suite pour toutes les notes. On peut également, sur base du tableau des caractères et des effectifs, tracer un diagramme en bâton. On aime bien tracer ce genre de diagramme parce que c'est très visuel. Donc, on reprend ici en abscisse les valeurs obtenues. Donc, dans le cas, elles vont de 7 à 12. Donc, on reprend ici toutes les valeurs. Et pour chaque note, on va tracer une droite correspondant au nombre d'élèves ayant obtenu cette note-là, donc aux effectifs. Ici, pour la note 7, il y a qu'un étudiant qui l'a eu. Pour la note 8, 3 étudiants ont eu cette note. Et on voit facilement via ce genre de graphique voilà, que la plupart des gens ont obtenu une note de 10, pardon, que 2 étudiants ici ont obtenu une note de 12. Donc voilà, c'est intéressant de tracer des diagrammes en bâton. Ce qui est important aussi, c'est de calculer la moyenne, donc savoir quelle est la note moyenne de la classe. Et pour ce faire, on va à chaque fois prendre cette formule-ci, qui me paraît un peu compliquée, mais au final qui ne l'est pas du tout. Pour calculer la moyenne, c'est avec une barre, ce qu'on fait, c'est qu'on prend à chaque fois l'effectif fois Donc ici, par exemple, on va prendre l'effectif, c'est pour savoir le nombre de personnes qui ont eu 7. Il y a une personne qui a eu 7, fois la note obtenue, donc 1 fois 7. Et on va faire ainsi de suite, 3 personnes ont obtenu la note de 8 pour toutes les notes. Et on va diviser le tout par les 20 notes obtenues, comme ça on aura la moyenne d'une note. Donc j'ai détaillé le calcul ici, 1 fois 7 plus 3 fois 8, etc. Le tout divisé par 20 nous donne la note moyenne de la classe. Donc en moyenne, les étudiants ont obtenu 9. Certains ont obtenu 10, certains ont obtenu 7. Donc là, quand on fait la moyenne de tout, on voit que l'ensemble de la classe a obtenu 9,7. Alors ici, je vous donne un petit exemple que vous pouvez résoudre. Donc, je vous mets une série de notes obtenues par des étudiants, donc 4, 9, 18, 15, 12, 17, 17, 12, 14 et 15. Et je vous demande de calculer le nombre d'effectifs total. Alors, si jamais vous avez oublié, je vous remontre ici. L'effectif total, c'est le nombre d'individus dans
dans la population étudiée. Donc ici, je vous demande le nombre d'individus, autrement dit le nombre d'étudiants de cette classe-ci. Je vous invite à répondre par le chat. Ici, j'ai une première réponse 10. Est-ce qu'il y a d'autres réponses que celle-là? Donc ici, en fait, l'effectif total, c'était effectivement 10, comme deux d'entre vous ont répondu. C'était le nombre total d'étudiants dans la classe ayant eu ces différentes notes. Donc, on compte le nombre de notes étudiées dans le problème. Ici, il y a 10 notes en tout, donc le nombre d'effectifs total, c'est 10. L'effectif total vaut. Alors, deuxième petite question. Je vous demande au début de compter combien d'élèves ont eu la note de 12. Donc, sur les 10 élèves, combien ont obtenu la note de 12? Et de me déduire la fréquence de la note de 12. Pour rappel, la fréquence, c'est toujours un nombre compris entre 0 et 1. Donc, vous allez compter le nombre de personnes qui ont eu 12 et diviser par le nombre total de notes. Je vous laisse un peu de temps pour calculer tout ça. Je crois que deux d'entre vous ont déjà, 3 personnes ont répondu 20%. C'est bien, vous avez l'esprit d'équipe, vous répondez tous la même réponse ici. Par contre, là, je me suis trompée dans mon calcul. C'est moi qui me suis trompée, je ne sais pas pourquoi j'ai divisé par 12. Donc, c'était 2 sur 10. Donc, pourquoi est-ce qu'on obtient 2 sur 10, à savoir 20%? Parce qu'en fait, on compte le nombre de personnes ayant eu 12. Donc ici, il y a 2 personnes qui ont obtenu 12 sur l'ensemble de la classe, donc sur 10 personnes. Donc on divise 2 par l'effectif total, à savoir 10, et on obtient 20%. Donc voilà, c'était la réponse à cette question. Et il en reste une dernière. Je vous demande de calculer la moyenne de la classe. Ça peut prendre un peu plus de temps. Il y a déjà une personne qui a répondu 12,4, 12,4. Il y a d'autres valeurs obtenues. 3,4. Allons voir la réponse. Donc, quand vous faites le calcul, vous faites la somme de toutes ces valeurs que vous divisez par 10 et vous obtenez effectivement 12,4. Bravo à tous ceux qui m'ont trouvé. J'espère que ça vous a permis de un peu vous évaluer, voir où vous en êtes. Dans l'ensemble, je trouve que vous avez quand même assez bien répondu aux questions. Bien évidemment, la matière va quand même bien plus loin que ces questions-là, mais ici, le but, c'était vraiment de revoir les bases. N'hésitez pas à revenir me retrouver si vous avez d'autres questions concernant cette séance ou sur
des matières, associées aux fonctions ou aux statistiques et une variable. Je serai là pour vous répondre et j'espère que ce type de séance vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions.